De quoi tu parles? De quoi tu parles? Une autre semaine de quoi tu parles? Bienvenue, mon nom est Nicolas Bonnette. Et moi, Marc-Antoine Joly. On a une autre belle brochette d'invités pour vous cette semaine. Ok, oui. On commence aujourd'hui avec celui qu'on peut appeler le king des balados, des podcasts, Julien Morissette. Demain, Rosie Vallant. Et ensuite, plus tard, la semaine, oui. Mercredi. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça marche, les journées chronologiques, selon le calendrier grégorien. Ah, t'as vérifié finalement? Si je ne m'abuse. C'est ça? J'ai aucune idée, mais il me semble que notre calendrier, c'est grégorien. Oui, je pense que c'est ça. Je crois que c'est ça. Fun fact, oui. Un moment donné, ma mère, son calendrier avait changé dans Google Cal par rapport pour un autre genre de calendrier. Puis à chaque fois qu'on mettait des choses de la famille dedans, ça fonctionnait pas, puis ça allait partout. Puis il a fallu que j'aille dans des settings, aller y remettre, puis je sais pas comment ça s'est passé. C'est pas pertinent. Mercredi, Jonathan Charlebois. Et puis, jeudi, on finit ça en beauté. 75e épisode déjà, oui, jeudi. 75. Puis on célèbre ça avec un grand, non seulement dans sa stature, mais aussi dans sa carrière. Oui. Yao. Qui va être en spectacle aussi pour les gens d'Ottawa-Orléans au Shankman, qui est le CNA d'Orléans. C'est exactement ça que c'est. C'est même qu'on appelle ça, nous autres, dans le street. Dans le street, c'est dans ça que tu street, dis? Dans le boulevard d'Orléans, c'est ça qu'on dit. Up and down, Jeanne d'Arc, baby! On s'en va au CNA d'Orléans. Ben oui. Ça sonne comme... Le CNO, Centre national d'Orléans. Oh! Orléans. Orléans. Je voulais partager une histoire. Oui. En arrivant ici, oui. un matin, avant de partir, j'ai pris une douche. OK. Chose que je fais régulièrement, à chaque jour. Je tiens à préciser, je me lave. Oui, je bravo. suis un adulte. Oui, fier de toi. Et puis, j'avais même du parfum. Oh! Et puis, ce matin, j'ai eu la brillante idée de prendre mon parfum, de le regarder, puis de faire un... Mais direct dans l'œil, mon gars. C'était déplaisant. Ça fait mal. Pas juste ça, c'était insultant. Ça coûte cher du parfum. J'étais 25 cents dans l'œil, toi. C'est drôle que tu parles de ça parce que ça m'est arrivé la semaine passée, ça. Je l'ai fait vite, tu sais, comme puis je me l'ai sprayé d'en face. Ouais. C'était pas agréable. Puis moi, je me le spraye jamais sur moi. Okay. C'est toujours ses poignets. Les poignets, puis là, tu fais puis le là, fameux... j'ai juste pris, puis je l'ai tourné, puis pour aucune raison, genre, ouais. Mais des fois, on fait des... T'as comme des spasmes qui arrivent, t'es comme... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais tu l'as fait. Des fois, c'est une tailgate de char sur le nez. Chose qui arrive. Ouais. Chose qui arrive. Ça, on l'a-tu déjà compté, ça? Je m'en souviens plus. Je sais pas, mais fermer une tailgate sur le nez. Au métro... on s'en allait chez nous, je pense. On retournait chez nous, on avait été souper, puis on s'en retournait chez nous gamer. Oui, quelque chose de même. Puis là, après, on a dit, on va arrêter, ramasser des chips ou un pop ou quelque chose pour gamer. Après, moi, on avait des véhicules séparés. Oui. Moi, je me ferme comme un cave, la tailgate sur le nez. Puis moi, j'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. Je suis à l'autre bout du parking, puis moi, je touche mon nez, je suis comme, OK, il est pas cassé. Puis après, je tousse, puis je vois pas que ça saigne, rien. Mais toi, tu juste rentres comme, dans OK, mon nez est pas cassé, j'ai mal au nez, je t'ai insulté. Ça reste en moi puis mon char. Oui, c'est ça. Non. C'était surtout entre toi, ton char, puis toute la blabla, parce que t'avais le nez en sang, comme si tu venais de te battre. J'ai encore une cicatrice. J'ai une cicatrice à vie, direct sur le bridge du nez. Je t'ai demandé, ça fait-tu mal? Tu me dis non. Ça faisait pas mal. Comme ça se peut presque pas, mais OK. Je pense pas que ça me faisait mal. mal. T'as pas une veine ou quelque chose? Je sais pas. Je pense pas qu'il y a tant de veines que ça sur le haut du nez. Toi, t'as des veines dans le nez. Puis je me souviens que j'avais le papier Lysol en rentrant, désinfectant de main, là, ça brûle COVID. un peu. Ouais. C'est ça que j'avais. Wow. Hein? Tout ça pour dire, Julien Morissette aujourd'hui à l'émission. On espère que c'est jamais fait mal avec une tailgate. Sûrement. C'est un gars de péripéties. C'est vrai. En tout cas, si c'est pas lui, il a déjà entendu de quelqu'un qui s'est fait mal avec une tailgate. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Pour une première fois à l'émission, on reçoit de la royauté. Oui. Non Charles, Andrew, Philippe et d'autres noms comme Georges. Mais bien un gars qui s'appelle Julien, le king des podcasts, le gars communément appelé Monsieur Transistor, édition toute spéciale de quoi tu parles de Julien Morissette, ça va bien? Salut, ça va bien vous autres? Ça va très bien. T'aimes-tu ton statut de royauté? Je sais pas si je suis à l'aise avec, là, mais ça fait une couple de fois là, que je l'entends, puis j'essaie de l'assumer. Je veux pas que ça a l'air de la fausse modestie. Là, fait que je pense que c'est juste que j'en fais depuis longtemps. Oui. C'est ça que je me dis. Ben, t'en fais depuis longtemps, puis t'en fais surtout beaucoup. Tu produis plein d'affaires, tu réalises plein de choses, et c'est toujours bon.
Ben, merci. Donc, c'est pour ça que t'es la royauté. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes bien fin. C'est comme de la noblesse. Je le prends. Je te dirais, c'est de la noblesse. T'as raison, c'est ça. Il y a comme des champs qui sont bien entretenus. Oui. Il est bon avec ses employés. On avait un niveau de stress plus élevé aujourd'hui parce qu'on s'est dit faut que ça allait de l'air moins boboche, notre affaire. Mais c'est ça, on l'a dit, Monsieur Podcast. C'était quoi ton intro justement au podcast, à la radio? Parce que ça fait longtemps que t'en fais. Là. Oui, vraiment. Ben, Transistor Média, la boîte que j'ai fondée, ça fait 7 ans, presque 8 que ça roule. C'est une boîte de podcasts indépendante qui est basée à Elmer, en Outaouais. Puis moi, j'étais musicien de tournée à la base. Fait que quand je faisais mon bac, là, autour de 17, 18, 19 ans, je faisais beaucoup de tournées. Je jouais de la contrebasse dans différents bands. Puis je faisais tellement de routes. Puis j'étais tout le temps en train de faire des soundchecks, d'être en studio pour des albums, d'écouter de la musique sur la route, que j'ai atteint un point de saturation à un moment donné. Puis en roulant de nuit sur la transcanadienne, j'ai commencé à tomber par hasard sur des shows, soit de radio communautaire un peu expérimentaux ou sur la programmation de la CBC. Fait que ce soit le travail de Jonathan Goldstein à l'époque où il faisait Wiretap, des trucs assez simples aussi comme Stuart McLean avec Vinyl Café. J'ai découvert plein de façons de raconter des histoires autrement que ce que je connaissais de la radio. Puis je m'intéressais beaucoup à la scénarisation, à tout ce qui est narratif. Je faisais des études en cinéma. Puis dans le fond, moi, je voulais raconter des histoires, mais sans les images. Puis je savais pas que ça existait, tout cet univers-là. Fait que c'est vraiment en roulant de nuit, en étant écœuré d'écouter de la musique, que j'ai commencé à vraiment triper sur la radio puis sur le podcast. C'est vrai qu'en faisant de la tournée, un moment donné, t'écoutes beaucoup d'albums, puis il y a un temps où tu te dis, je prendrais un break d'album, mais tu veux pas avoir rien non plus. Fait que le podcast, il vient souvent comme alimenter ça, mais je pense que pour plusieurs gens, en fait, c'est comme ça qu'ils consomment le podcast ou la narration, peu importe. Est-ce que toi, de baigner un peu là-dedans, ça t'a comme ouvert les yeux au monde de la narration, puis un peu ce qui t'entoure dans la vie de tous les jours, d'une certaine façon, parce que tu utilises beaucoup d'atmosphère dans les trucs que vous faites, beaucoup de je sais pas, d'enregistrement de chant. Field recording sur le terrain, là, exact. C'est ça, je cherchais le mot francophone, mais tu as raison que ça sonne bien mieux de même. Non, mais c'est vrai, nous, on appelle ça des enregistrements terrain, mais field recording, c'est souvent la façon la plus imagée de le décrire. Étant donné que j'ai grandi avec des instruments puis des micros autour de moi, vu que c'était à portée de main, ça n'a pas été compliqué de sortir ces éléments-là des studios puis des locaux de répétition. Puis je trouve que ça te fait écouter les choses différemment, ça te fait entendre le quotidien d'une façon différente. Puis les gens qui travaillent en cinéma puis en télé vont souvent dire, même en théâtre, vont souvent dire que le son, c'est le dernier souci dans les productions, dans les créations. Fait que la philosophie qu'on a adoptée, entre autres, à Transistor, c'est de dire, même si on fait des projets, des fois, qui sortent des studios, fait que ça nous est arrivé, puis on en fait encore des spectacles, des shows live, on va s'assurer que le son, c'est l'élément qui a le plus d'amour, le plus de soin. Fait que ça fait écrire différemment les histoires qu'on raconte, que ce soit en documentaire ou en fiction, parce que on a développé une façon de faire du documentaire, mais aussi on écrit des scénarios de fiction, des fois des projets qui sont un pied en fiction, un pied en documentaire, mais de passer ça toujours à travers le spectre sonore, ça fait entendre les choses différemment. Puis je pense, la valeur du son, c'est gros, surtout quand c'est des affaires en direct, que ce soit la radio. Le son, c'est tout. En musique aussi. Tu as fait beaucoup de tournées, fait que tu sais que c'est un mauvais soundcheck. Le concert va être moyen. Comme, j'aime pas comment que moi je sonne. Fait que le monde va pas aimer ça. Fait que je pense souvent, on oublie ça souvent quand on fait de la vidéo, on fait on va faire ce shot-là, check comment que ça va être beau. Mais là, t'entends juste le là, tu fais c'était bien beau, mais on comprend rien ce qui vient de se passer. Exact. Fait que j'ai ça en post. Exact. Tout le temps ça. On va dubber. On va faire du dub. Là, tu parlais des projets de Transistor. Moi, il y a un projet qui m'a marqué, c'était votre série Hantée, qui se passait à Gatineau, qui est genre, c'était pour l'Halloween, si je me trompe pas, dans le temps de l'Halloween. Puis vous faisiez même des visites audio guidées pour aller explorer les différents lieux hantés de la série.
C'est ça. Fait qu'on appelait ça, à la base, c'était une marche hantée. C'était comme une promenade fantôme dans les rues à Gatineau. Ça, c'était pendant la pandémie parce qu'on cherchait des façons de... On atteignait les publics à travers nos feeds RSS, les balados sur les différentes plateformes, mais on voulait aussi que les gens continuent de s'engager dans leur communauté. Alors, on a décidé tout bonnement de prendre les légendes urbaines du Vieux-Elmer où sont situés nos studios sur la rue principale et de faire 5 points de visite. Fait que les gens venaient sur la rue principale, téléchargeaient les épisodes chez eux et faisaient cette petite promenade-là d'une vingtaine de minutes. Puis finalement, ça a eu un succès qui était au-delà de nos attentes. Je pense qu'on a eu comme 7000 visites en un mois. Fait que c'était vraiment intense de voir à quel point, c'est ça, les gens avaient embarqué. Puis nous, à quel point on avait eu du plaisir à le faire, à raconter ces histoires-là qui sont au croisement du folklore, de l'histoire locale, mais aussi des films de fantômes. Moi, je trippe sur ces univers-là spooky. Fait qu'on a décidé d'en faire une série de façon totalement indépendante en 2022. Puis ça a connu ça aussi un énorme succès. Fait que c'est des épisodes d'anthologie, 5 buildings différents dans le Vieux-Elmer pour lesquels on a recréé des fausses archives, des fois des fausses stations de radio, puis vraiment aller dans le délire l'approche un peu Blair Witch Project, c'est-à-dire on sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Fait que des fois de faire appel à des gens qui existent, des fois des gens qui n'existent pas, puis ça a vraiment marché. On a eu des écoutes un peu partout au Canada puis en Europe. Donc là, les diffuseurs ont commencé à s'intéresser à ce projet-là qui était weird pour eux à la base, mais finalement, ils ont compris c'était quoi la formule. Fait que là, en 2023, on a travaillé avec Radio-Canada pour produire des nouveaux épisodes qui, cette fois-là, se passaient dans le Pontiac. Donc là, les gens écoutent ça un peu partout, découvrent l'Outaouais, découvrent Elmer, le Pontiac. Moi, je suis comme très, très amoureux, chauvin de notre région. Fait que je trouve ça juste intéressant que les gens en découvrent, même s'il y a beaucoup de fiction là-dedans, mais les gens s'intéressent à l'histoire, au folklore local, aux personnages qu'on a eu ici, puis comment l'Outaouais s'est bâti, la rivière des Outaouais, l'Est ontarien, tout ça, comme les gens s'intéressent à nos racines à travers des histoires un peu spooky qu'on raconte en podcast. Je trouve ça vraiment le fun que vous allez loin à ce point-là dans la recherche de vos podcasts puis dans la façon de les consommer aussi. Donc, c'est certain que tu peux l'écouter de la maison, mais tu as pu aussi faire cette genre de marche-là. Moi, j'ai écouté aussi la Queens que vous avez réalisée. Moi, je trouvais ça le fun parce que j'avais pas eu la chance de le voir. Je l'ai manqué. J'étais ailleurs. J'ai pas pu voir la pièce de théâtre, mais j'ai l'impression de l'avoir vécu à travers ce balado-là, justement. Puis je me demande, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse de faire un petit peu plus de théâtre, puis peut-être donner une deuxième vie, justement, à ces pièces-là qui, des fois, ont une vie pour, quelques... Ils sont en résidence pour un mois, ou juste quelques, je sais pas, spectacles, peu importe, représentations. Oui, exact. C'est une façon de faire voyager les mots des auteurs, dans ce cas-ci de Jean-Marc Dalpé, avec qui on aime beaucoup travailler. Puis souvent, les gens qui habitent pas à Sudbury, Toronto, Ottawa, Montréal vont pas voir les shows qui ont été créés, souvent avec des fonds publics. Puis des fois, il y a juste une question d'accessibilité qu'on essaie de régler avec ça. Puis aussi d'archiver ces œuvres-là qui... Vous l'avez dit, là, ils vont jouer une semaine, un mois, c'est rare, ça, c'est quand ça va vraiment bien. Oui, dans un monde parfait. Exactement. On a commencé à travailler avec des institutions théâtrales. Ça fait depuis nos débuts qu'on travaille avec le Théâtre français du CNA, qu'on travaille avec le Trillium, la Catapulte à Ottawa, des théâtres à Montréal puis à Québec aussi pour s'assurer que ces mots-là, ces paroles-là continuent de résonner. Puis ce qu'on aime faire aussi, c'est, étant donné qu'on travaille avec des gens en théâtre, de les sensibiliser à l'importance du son. On en revient toujours à ça. C'est-à-dire que peut-être que ça va faire en sorte que les gens qui écrivent, quand ils auront adapté leur show ou quand ils auront écrit pour le son, comme ce qu'on fait souvent dans certains de nos projets, leur approche ou leur pratique va devenir un peu différente. Ils vont être un peu plus sensibles à ça. Et idéalement, après ça, ils vont pas arriver en salle puis se garder juste une demi-journée pour placer leur univers sonore. Ils vont y réfléchir d'avance. Fait que comme ça permet d'influencer d'une certaine façon le travail de création, le travail d'écriture. Puis beaucoup de ces autrices, de ces auteurs-là aussi avec qui on a collaboré, je pense à Michka Lavigne, Lisa Lheureux, plein de gens qui sont vraiment talentueux. J'ai l'impression que l'expérience de travail à travers le balado
ça aura permis de développer cette sensibilité-là, d'avoir d'autres outils dans leur écriture. Puis c'est vrai pour les conceptrices et les concepteurs sonores avec qui on travaille. Dans la même série pour laquelle on a fait la Queens, on a fait un projet avec le Théâtre du Nouveau Monde à Montréal. Puis on a demandé à Claude Pelgag de faire la musique originale parce qu'elle voulait faire de la conception sonore pour le cinéma, la télé, le théâtre, mais elle n'avait jamais eu la chance. Puis elle m'avait dit ça un moment donné dans le cadre d'un autre projet. Puis j'étais comme, si on a un projet un jour qui pourrait bien cadrer avec toi, on t'appellera. Puis elle a trippé sur l'expérience. Fait qu'elle, ça a permis d'ajouter une corde à son arc. Ouais, c'est cool, on a fait ça avec Rosie Vallant aussi, avec des artistes qu'on aime beaucoup, mais qui n'ont pas toujours les opportunités peut-être d'expérimenter. En 2024, on dirait qu'il y a de moins en moins de place à l'expérimentation en création puis dans les arts. Fait malheureusement. on veut que les gens puissent c'est ça, mais ils puissent prendre des risques et au pire se péter la gueule, recommencer puis apprendre des trucs en faisant les projets. C'est le fun que tu parles de Rosie parce qu'on l'a à l'émission demain. Fait que... Oui, exactement. C'est un beau segment. Merci pour le lien. Vous la saluerez? Oui. Merci pour le lien, monsieur podcast. Tu fais très bien ta job pour nous autres. On parle de podcast. On dirait qu'il y a dans les dernières années, dans les derniers 5, 6, 7 ans, il y a vraiment une montée des podcasts, surtout en francophonie canadienne. On dirait qu'il y en a de plus en plus accessibles avec la montée de TikTok, les réseaux sociaux, on voit des clips partout. Mm-hmm. C'est quand que ça devient too much, que tout le monde est rendu avec des podcasts ou ça se peut pas? Ça se peut-tu? Ça se peut pas? Moi, je pense que ça se peut pas. Ouais. Après, le grand défi là-dedans, c'est de faire face à comme une offre trop abondante pour les auditrices et les auditeurs, ce qui fait en sorte que tu sais plus quoi écouter parce que t'as comme un vertige de il y a tellement d'affaires que j'ai envie d'écouter puis il y a juste 24 heures dans une journée puis idéalement j'en dors au moins 3-4 si c'est pas 6-8 mais fait que c'est toute la question de la découvrabilité qui est vraiment importante puis les gens qui lancent leur podcast, moi je leur dis souvent que malheureusement tu peux pas juste espérer que les gens commencent à te suivre du jour au lendemain puis si oui, il faut que tu sois ultra patient, mais il y a des efforts à faire. Vous avez parlé de TikTok, ça devient un outil de découvrabilité super important. On le voit aussi avec la montée de YouTube comme étant une plateforme de podcast dans laquelle il y a de plus en plus d'argent qui est investi du côté de YouTube. Fait que ça fait en sorte que les gens vont vers une offre qu'ils connaissent, mais YouTube et TikTok ont des tellement bons algorithmes et des bons outils de préférence et de référencement que les gens vont être capables de se retrouver à travers ça parce que, on va se le dire, Apple Podcast ou je sais pas, Spotify, c'est pas les meilleurs outils technologiques pour découvrir ou pour avoir une expérience d'écoute. On s'y est habitué avec le temps, mais je pense que les raisons pour lesquelles TikTok et YouTube prennent de plus en plus de place, c'est que les algorithmes sont beaucoup plus performants pour savoir qu'est-ce qu'on veut écouter. Puis, tu sais, il y a beaucoup de podcasts qui font peu d'épisodes, là, pour revenir à la question de base. Fait qu'il y a quand même une forme de sélection naturelle qui se fait. C'est rare, les podcasts qui vont dépasser le cap des 5, 6 ou 10 épisodes. Fait qu'il y a comme un nettoyage qui se fait. Puis des fois, il y a des podcasts qui auront duré 10 épisodes qui sont super bons. Il y a des séries limitées en documentaire ou en fiction qui sont que 5 épisodes. Mais je pense que les questions qu'il faut se poser pendant qu'on fait des projets, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que ça atteigne les gens, que les gens découvrent notre contenu et que pas nécessairement qu'on veuille faire des dizaines et des centaines de milliers d'écoutes, mais s'assurer que les publics auxquels on veut ou on peut parler ou qui pourraient être intéressés par notre contenu sachent qu'on existe. C'est ça qui est important. Nous autres, on fait ça à l'envers, j'imagine, parce qu'on en fait 4 par semaine. Fait qu'on sait pas pourquoi, mais... C'est une bonne façon de le faire, parce que plus t'en fais, plus tes auditoires, ils vont croître. Fait qu'en autant que tu respectes une régularité puis la promesse à ton auditoire, si tu leur dis que t'en fais 4 par semaine, t'en fais 4 par semaine, puis ça t'a juste plus d'opportunités d'aller toucher des gens. Ben, toi, t'as fait plein de podcasts dans ta vie. T'en as-tu un en particulier que t'es comme ça, c'était mon coup de cœur de tout ce que j'ai fait? Ben, on a parlé de Hanté tantôt. Moi, c'est vraiment le projet qui me fait le plus triper parce que ça permet d'aller dans l'écriture, fait que c'est de la scénarisation de A à Z, puis ça permet d'aller creuser dans des esthétiques musicales que j'aime beaucoup, donc qui sont un peu
horreur, beaucoup de synth, beaucoup de composition musicale, puis j'aime ça raconter des histoires. Tu sais, je le disais tantôt, mais c'est pour ça que je fais ce métier-là. Fait qu'Hanté, c'est le projet qui m'obsède un peu, puis je suis content Tu sais, des fois, nos projets préférés sont pas ceux qui marchent le plus, puis dans ce cas-ci, je suis quand même bien tombé parce que l'auditoire est très, très présent, puis il est en croissance. Fait que ça nous permet aussi d'aller voir, on a fait des séances d'écoute puis des lectures devant public, puis là, on s'en va dans 3 semaines à Brest faire des séances d'écoute en Dolby Atmos dans des salles de théâtre, dans un festival. Fait il y a comme un nouveau marché qui s'ouvre en France pour ce type de contenu-là. On va continuer à faire des nouveaux épisodes. Là, il y a des salles puis des lieux de diffusion qui sont intéressés à ce qu'on le fasse live, qu'on continue à le faire parce que là, on a fait 2 représentations pour le lancement. Fait qu'au printemps, on va commencer à tourner ce show-là. Il va y avoir d'autres vies. Fait que par le passé, on faisait beaucoup de séries dans la même année pour être rentable, pour être capable de faire travailler du monde, alors que là, la stratégie pour les prochains mois, les prochaines années, ça va être peut-être de faire un moins grand nombre d'émissions différentes ou de créations différentes, mais de voir comment elles peuvent vivre sur différentes plateformes, dans différents marchés, différents continents. On a été approché pour des adaptations peut-être en d'autres langues. Fait qu'on est en train d'explorer le modèle le modèle de création du podcast pendant qu'on fait nos projets, parce que tout ça est en construction en ce moment. Fait qu'on est toujours à l'affût de ce qui se passe. C'est ça, ça évolue tout le temps. Moi, je viens d'avoir un flash. En te regardant, j'ai déjà vu à la Nouvelle Scène faire une pièce de théâtre, mais radio-théâtre. Ouais. Ça vient de revenir? Vient de revenir, mon bac. Oui, c'était... Oui, en direct 2. Ça s'appelait... ça, c'est un projet qu'on a fait à la Nouvelle Scène en 2016-2017, puis au CNA en 2017, c'était avec Radio-Canada. Puis on faisait ça, c'est les premières fois que j'ai fait du documentaire. Fait que c'est un peu le projet qui a donné naissance, qui était précédent à Hanté. Fait que ça a été comme le laboratoire qui m'a permis une couple d'années plus tard de faire Hanté finalement. C'était du documentaire. On faisait des épisodes dans les... Oui, exactement. On était 5 moustachus avec Jean-Denis Scott, qui est prof en radio à la Cité, puis qui travaille à Radio-Canada, David Thibodeau, qui est chroniqueur à La Journée est encore jeune, Martin Vanasse, qui était animateur à l'époque, puis Steven Boivin, avec qui j'ai parti Transistor, qui est maintenant conseiller municipal à Gatineau. Les choses ont changé en 7-8 ans. Mais non, ça a vraiment été l'étincelle, ce projet-là, pour lancer Transistor, puis comme faire des shows live qui sont un mélange de théâtre, de musique, de création sonore, puis de contes, puis de récits finalement. Fait que c'était comme un beau souvenir, un beau petit laboratoire. Je suis content que tu m'en parles. J'ai même écrit une critique là-dessus, je me trompe pas. Je pense que j'avais dit que c'était bien bon. Ouais. Moi, à l'université, je disais juste que tout était bon. Tout était bon. C'est plus facile de dire que c'était bon que de dire que c'était pas bon, puis pourquoi. Mais quand c'est vrai en plus, ça la donne bien. C'est vrai. Là, c'est vrai. Pour ça, j'ai pas menti dans un des cours théoriques. Tu as parlé tantôt de festival. Vous avez votre propre festival à vous aussi. Ma question pour toi par rapport à ça, c'est, vu que tu te promènes beaucoup, est-ce que tu trouves que le Canada, en général, on est quand même avancé dans le monde du podcast, ou tu trouves qu'il y a des pays, d'autres places que tu as visitées, que tu es comme, OK, eux autres sont vraiment une coche en haut, ou sont plus avant-gardistes, ou peu importe? Oui. Ben, les cultures de radio sont différentes d'un pays à l'autre ou d'une province à l'autre. Oui. Tu sais, au Canada, on fait nos choses au Canada francophone versus au Canada anglais. Tu sais, j'étais au Hot Docs à Toronto qui a un volet podcast à son festival en octobre dernier, puis c'est vraiment 2 solitudes. Là. Ça surprend personne qui ont dit ça, mais c'est quand même flagrant de voir à quel point le milieu du podcast à Toronto puis à Vancouver ne parle pas à celui, ben, tu sais, disons, sur les scènes anglophones, ne parle pas aux francophones, même dans ces milieux-là. Tu sais, j'ai des amis qui travaillent pour Radio-Canada partout dans le pays, puis ce clash-là entre la radio anglo et la radio franco se vit même dans les bureaux de CBC Radio-Canada. Fait que c'est pas surprenant qu'en podcast non plus ce soit ainsi. C'est sûr qu'il y a comme des traditions de documentaires ou de fiction qui sont un peu plus ancrées dans des pays européens.
Puis le rapport à la radio publique est très différent aux États-Unis versus au Canada, mais je trouve honnêtement que l'avantage qu'on a par rapport aux autres milieux, c'est qu'en tant que francophone minoritaire dans nos provinces, notre pays ou notre continent, ben on a trouvé des façons assez créatives de réaliser puis de créer des projets. Fait que là, il y a comme une grosse bulle du podcast qui a éclaté dans le marché au cours de 2023. Puis j'ai comme l'impression qu'on était à l'abri de ça parce que on était moins dans un espèce de marché extravagant où il y avait comme des millions et des millions de dollars en publicité puis en revenus. On était à l'abri de ça. Fait que je trouve que notre rapport aussi à la façon de raconter est très, très différent, vu que notre façon de faire de la radio puis notre littérature est différente au Canada versus aux autres pays européens, par exemple, ben ça fait en sorte qu'on a une couleur qui est très différente dans notre façon de faire de la radio. Mais, pardon, j'essaie de créer quand même des rencontres là-dedans à travers notre festival qu'on fait chaque printemps. Donc, d'inviter des gens de la francophonie un peu de partout dans le monde à venir voir comment on travaille ici, mais aussi qu'on puisse voir comment ça se fait à l'étranger. Tu sais, j'étais dans une conférence à Paris en juillet dernier où est-ce qu'on présentait les projets de transistors, puis je parlais avec des gens des radios publiques en Afrique, puis c'est un marché énorme de la francophonie qu'on ignore un peu encore, puis qui est comme super intéressant, le rapport aux radios communautaires puis à l'oralité est très différent en Afrique, évidemment. Fait qu'il y a comme beaucoup de façons de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs qui est encore pour moi inexploité. Fait que je pense que c'est des pratiques auxquelles il faut être plus sensible, être plus curieux généralement. Mais j'aurais bien de la difficulté à trouver une façon de faire de la radio, du podcast qui est comme on en fait ici. C'est assez unique. Ouais. Ben, juste à penser que Mike Ward a rempli le Centre Bell pour regarder. Et le Centre Vidéotron. Mais pour que Mike Ward dise « OK, je vais avoir des invités surprises ». Oui. On n'a aucune idée. Tu sais, c'est pas comme « Ah, j'aime Marilyn Jonca, je vais aller pour la voir. » Non, là, t'es comme « OK, il faut que... » Moi, j'ai eu la chance d'y aller et j'ai jamais senti autant... C'était électrifiant, genre l'amour qui était ressenti, là. Quand il est rentré, là, c'était comme si c'était le meilleur lutteur de tous les temps. Ça n'avait même pas de sens. C'était comme... c'était fou. C'était comme chanter l'hymne national à une game d'hockey. T'as 100% raison. C'est le même sentiment, mais sauf que c'est Mike Ward en 5 pieds 6. Encore plus, je pense. Ouais. Je dirais encore plus. Ben, tu sais, c'est que c'est... la force du podcast, c'est le sens de la communauté que ça crée. Oui. On le voit quand on présente des shows devant public, quand on accueille... on a accueilli Mike Ward à notre festival en 2018, puis à ce moment-là, les gens nous trouvaient vraiment bizarre de présenter des podcasts devant public dans des chapiteaux de 400 places, mais les gens venaient, puis c'était comme une curiosité, puis tu te dis non, il y a de quoi dans le rapport, dans la radio, ça a toujours été un médium de proximité, mais le podcast, ça devient comme un médium de communauté, parce que les gens sont aussi capables de, je pense au Denis de Relais avec Rince Crème, on va les recevoir à notre festival en avril, puis cool. On remplit la salle Odyssée à Gatineau de 800 places avec 2 gars qui disent des niaiseries dans un micro. C'est quand même fou de voir à quel point les gens sont prêts à payer 50$ pour venir vivre ce moment-là. Puis je le comprends. Il y a quelque chose de spontané, il y a quelque chose de la communion là-dedans aussi qui est comme super fort. T'es comme... tu veux vivre ces moments-là avec des gens qui écoutent les mêmes choses que toi. Tu veux être là pendant que ça se passe. Tu sais, j'étais pas là au Centre Bell quand Mike Ward a tapé ses épisodes, mais comme j'ai pas de misère à y croire à quel point c'est quelque chose de fort et de puissant. Puis tu verras pas ça dans d'autres cultures. Là. C'est parce qu'on a tellement des codes précis. Puis Mike Ward le fait depuis super longtemps. Il le fait bien. Puis il est comme tellement authentique dans sa façon de le faire que ça a comme pas le choix de marcher. Ouais. Exact. La seule chose qui t'a manqué, c'est d'avoir de la COVID. Puis d'entendre rien. Le show, il était puis d'entendre absolument rien. Le son était terrible. On parle de la qualité sonore. Moi, je l'ai réécouté après, puis j'ai vraiment compris beaucoup plus de gags. Il y a bien des moments, j'étais comme, ça rit, mais en avant, puis ici, je suis pas certain de l'avoir compris. Je l'ai manqué. C'était vraiment affreux pour ça, mais c'était un beau moment. J'étais quand même très content. Puis c'était drôle qu'il n'y avait aucun billet qui était cher non plus. Fait que c'est ça qui faisait que tout était... hot. C'est ça, exactement. Très Mike Ward dans l'approche. Donc, on a déjà fait un podcast ensemble, Julien.
Je sais pas si tu te souviens, ça fait très longtemps. Ben oui, mais que je m'en souviens. Wow, c'est traumatisant, on aime ça. Ça commence bien. Non, j'avais trouvé ça vraiment cool, en fait. J'étais allé checker notre vieux podcast qu'on a fait. Puis j'ai juste été checker la bio, j'étais pour toutes les réécouter. Puis après, j'ai commencé à m'entendre parler plus jeune. Puis là, j'ai décroché pas mal vite. Avec raison, je comprends. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 19 ans, je pense. 19? Ok, j'allais dire 18, j'étais pas loin. Ouais, c'est ça, dans ce bout-là. Fraîchement majeur. Puis dans la description de l'émission, j'ai écrit de sa musique punk rock sur sa contrebasse. Ouais. Tu joues-tu vraiment la musique punk rock sur une contrebasse? Ben, ou jouer? Ouais, ben c'est oui, j'en jouais avant la contrebasse. Là, je suis au studio en ce moment. Transistor est dans l'autre salle du studio, mais c'est comme ça, quand je te disais que je faisais de la tournée, je jouais du rockabilly, du punk rock, du psychobilly à la contrebasse. C'était mon instrument principal. Puis, ouais, c'était vraiment chiant, par contre, à apporter en tournée, parce que, ou quand on faisait des shows, j'avais acheté une contrebasse électrique à un moment donné parce qu'on faisait trop de shows en avion, puis pour la pression, puis juste... Tu peux pas t'imaginer à quel point ça coûte cher de voyager avec une contrebasse. C'est pas le fun. Ouais. Surtout une contrebasse. C'est toujours inquiétant. Fait que je peux juste imaginer une contrebasse. Non, merci. Donc, non, c'est ça. Fait que j'avais une contrebasse électrique pendant un petit bout. Là, c'était pas le fun de jouer là-dessus versus une contrebasse acoustique, mais ouais, ça fait partie de mes jeunes années, ça aussi. J'aime ça. Belle trouvaille. C'est quand même très rockstar se promener en contrebasse. Oui, c'est vrai. Je sais que la bass existe, mais comme watch-moi slap des cordes en Wizard. Comment que je suis cool. Puis en plus, je vais la jouer pour vrai, genre solide, là, tu sais, dans des styles que t'es pas habitué de l'entendre nécessairement. C'est pas un festival de jazz. Non, c'est ça, Non, mais c'était le fun, puis je pouvais grimper dessus, puis c'est fait solide, une contrebasse. Là, fait que c'est bon pour l'aspect show live, c'était quand même cool. Ben, hey, on invite les gens, 24 au 28 avril, Festival de la radio numérique, Transistor, soyez là, Rince Crème y est aussi. Le deuxième plus gros podcast, je te dirais, au Canada français, après sous-écoute. Oui. Ça devrait être dans le top 3. C'est dans les top. Top 3, ça c'est quand même gentil. Avec Sexe Oral, c'est probablement les 3 plus gros. Exactement. Fait que, soyez là, ne manquez pas ça, voir tout le monde faire de la radio ou des podcasts en vrai. C'est un beau événement, puis c'est du jamais vu. C'est nouveau. Qu'est-ce qu'ils font, c'est pas du théâtre. Non, c'est ça. Tu sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir. C'est le fun, c'est une expérience que tu vis dans le moment. Exactement. Parce que les autres aussi, ça savent pas trop ce qu'ils s'en vont. Non. Fait que c'est le fun. Surtout Rince Crème. Ils savent jamais où ils s'en vont, mais ils finissent toujours à la bonne place. Sarbacane. C'est ça. Alright, un gros merci, Julien. Hey, merci à vous, les gars. C'était vraiment le fun. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ça serait plus, par exemple, comme... Parce que je vois comme quelque chose d'un peu plus intense. Là, c'est Rod Swamp, chum. Moi, j'avais un peu de classe. T'avais de la classe avec la contrebasse. Dans un film avec Ryan Gosling et Emma Stone. OK, je comprends. Qui dansent souvent et qui chantent. Tu sais de quoi que je parle? La La Land. La La Land, qui est juste L.A. L.A. Toi, t'aimes pas les musicals. Je déteste les musicals. J'allais voir Willy Wonka. Je le savais. Faut que j'en parle. J'allais voir Willy Wonka avec une amie, puis son chum, je tiens à préciser. Oui. À cause que mes parents vont pogner des idées, malheureusement. Et puis, je déteste les musicals. Pour vrai, là. Il y a quelque chose quand il se met à chanter, il n'y a pas personne sur la terre qui était au plein milieu d'une conversation bien sérieuse avec une fille orpheline qui décide, sais-tu quoi, ça se dirait mieux en chanson. Je comprends. Fait que t'aimes pas la fiction ou t'aimes pas la fiction quand c'est chanté? Moi, j'aime pas les musicals. OK. Chante-moi pas. Moi, des fois, je trouve ça intéressant. Oui, il y a des belles mélodies. Oui. Ils vont vraiment loin dans la... Est-ce qu'ils bien? Oui. Est-ce que c'est bien fait? Oui. Mais tu t'en fous quand même. Hey! C'est une conversation. C'est comme si en ce moment, tu décidais, sais-tu quoi, pour les prochains 8 vers, je vais y chanter. Je vais juste commencer à chanter. Comme ça, genre? Oui, mais continue. Non, je trouve ça déplaisant moi-même. Imagine être la fille orpheline. Ouais, là, je comprends. C'est ce que j'ai à dire. Willy Wonka, c'est un salaud. C'est tout. Toi, Timothée Chalamet.
qui blow up, lui. Oui. Vraiment. Timothée écrit E quand aigu E. Oui, mais il est francophone. Oui. On devrait l'inviter au podcast. Pense pas. Je pense qu'il va dire. Imagine, on aimerait ça parler à quel point que t'as détesté le film Willy Wonka. Ouvertement, j'y dirais. Puis il qu'il dirait, moi aussi, quand je l'ai eu, je savais pas que j'étais pour chanter ces parties-là. Exactement, ils l'ont gardé Avoir un su, secret. j'aurais gardé mes tuyaux dans le nez puis vivre dans le désert avec Zendaya. Un peu de culture populaire pour vous, Hey, Dune, pourquoi pas? qui est aussi réalisé par un autre francophone, Oui. Denis Villeneuve. Oui, exactement. Lui, on pourrait lui demander un moment donné. Non. Non? Moi, là, du monde dans le sable, Tu veux pas ça? rien savoir. C'est pas Star Wars, même Star Ah, mais Wars. Blade Runner, Je veux rien savoir. c'était excellent. Moi, ça, le sable, Mad Max. OK, je comprends. Ouais, c'est un peu steampunk, Ouais. viril, C'est plus ton- du monde c'est plus qui ton meurt, affaire, ça. du monde de l'action. L'action. Faut de l'action. Les vraies affaires. Les vraies affaires, les vraies Affaires qui font peur. Tu sais, le monde qui se dit les vraies choses, là. Ils ont pas peur là, du statut. Y a rien de vrai du dans ces gouvernement. Le gouvernement. On dérape. Tu deviens une personne déplaisante à vue d'œil. Hey, mais ça s'appelle l'évolution, mon chum. C'est ça. La construction identitaire, c'est un cycle perpétuel qu'on me fait dire. Merci l'éducation de m'avoir appris ça. Demain à l'émission, Oui, une personne dont on a parlé aujourd'hui, oui. avec notre invité Julien Morissette, Rosier Vallant, qui a fait un projet podcast justement avec lui. Oui. Donc, à voir ces autres choses que son projet podcast, parce qu'elle fait aussi de la très bonne musique. Oui. Elle fait plein d'affaires, de la réalisation. On va en parler demain. Ben oui. Demain, soyez là. Hein? De quoi? Tu parles de...